bonjour. Pierre Bigot est là. Bon, je tourne la feuille. Je passe la parole à Pierre Bigot d'Angers, qui vient d'apparaître sur l'écran, qui va parler du traitement physique des tumeurs rénales, cryothérapie ou radiofréquence. Pierre, vous avez la parole. Oui. Juste un mot pour te présenter, Pierre, bonjour, merci d'avoir accepté. Donc Pierre Bigot est PUPH et chef de service d'urologie au CHU d'Angers. Il est très impliqué dans le domaine de l'endo-urologie et également dans la prise en charge des cancers du rein. Donc merci à toi, Pierre, on t'écoute. Merci Paul, merci pour votre invitation. Monsieur le Président, chers collègues, je vais donc vous parler de la cryothérapie, de la radiofréquence pour le traitement des tumeurs du rein. Alors c'est un sujet qui est à la périphérie de la chirurgie, mais qui s'intéresse aux tumeurs du rein prises en charge par les urologues. Alors pour commencer, je souhaitais refaire un rapide rappel épidémiologique des tumeurs du rein avec des chiffres d'incidence des tumeurs rénales qui ont été réactualisés par l'INCa en 2018. Et donc en 2018, il y a eu 15 323 nouveaux cas de tumeurs rénales en France et 5 589 décès attribués au cancer du rein. Et on constate que l'incidence des tumeurs rénales ne fait qu'augmenter ces 20 dernières années, avec une incidence au cours des 10 dernières années de augmentée de 1,7% chez l'homme et 1,4% chez la femme, ce qui explique en partie cette augmentation d'incidence, c'est la multiplication des examens d'imagerie et la découverte de petites tumeurs asymptomatiques qui représentent aujourd'hui un grand nombre de tumeurs du rein diagnostiquées en France. Donc vous voyez ici à gauche typiquement une tumeur du rein de petite taille, et vous voyez au milieu un scanner fait chez un patient qui venait pour le bilan d'un diabète, et on avait découvert cette toute petite tumeur du rein gauche. Alors, le traitement de référence de ces tumeurs rénales est aujourd'hui la néphrectomie partielle, mais des thérapies ablatives alternatives sont proposées. On va parler aujourd'hui de 2 thérapies ablatives pour lesquelles on a un recul suffisant. La radiofréquence des tumeurs du rein. La radiofréquence utilise un courant alternatif avec des cycles où le tissu est réchauffé puis refroidi, ce qui permet de provoquer une nécrose de coagulation. La radiofréquence a été utilisée au début sur les tumeurs hépatiques ou les tumeurs osseuses, et le premier cas de radiofréquence de tumeurs du rein a été décrit en 1999. La deuxième thérapie ablative pour laquelle nous avons un recul suffisant est la cryoablation des tumeurs du rein. À l'inverse de la radiofréquence, on va utiliser le froid pour détruire la tumeur du rein. Donc la cryosonde se présente comme sur le schéma de gauche. Vous avez un gaz, l'argon, qui passe dans la sonde et qui va provoquer un refroidissement extrême. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Qui va provoquer un refroidissement extrême de la sonde. Ce refroidissement atteint moins 150 degrés au centre de la sonde. Et donc, ce refroidissement provoque ce qu'on appelle un ice ball, une boule de glace, qui va détruire les tissus. À moins 100 degrés Celsius, il n'y a aucun tissu qui résiste, les tissus sont détruits. Et donc, vous voyez sur l'image de scanner qui est effectuée pendant la cryoablation, eh bien, on voit bien qu'au centre de la sonde, au centre de la boule, il y a une nécrose très importante des tissus, et puis qui diminue à la périphérie. Et donc, cette technique ablative permet de détruire les tumeurs solides, et donc les tumeurs du rein. Alors, ce sont des techniques qui se développent aujourd'hui depuis plusieurs années. Je ne vous l'ai pas dit, mais la première cryoablation rénale a été décrite en 1997. Initialement, ces techniques étaient utilisées en chirurgie ouverte, par exemple sur cette image pour le foie. Et puis ensuite, ce sont des techniques qui ont été faites en chirurgie, par chirurgie laparoscopique ou célioscopique.
Vous voyez ici une image où on voit bien une cryoablation d'une tumeur du rein faite sous célioscopie. Et puis, ces techniques sont de moins en moins invasives et sont faites aujourd'hui principalement par voie percutanée sous contrôle scanographique. Donc, vous voyez à droite des images de radiofréquence d'une tumeur rénale. Alors, cette radiofréquence percutanée a l'avantage de pouvoir être faite au cours d'hospitalisations véritablement courtes, et certaines équipes proposent même l'ablation percutanée des tumeurs du rein en chirurgie ambulatoire. Ce sont des techniques qui, malgré tout, nécessitent souvent une anesthésie générale, même la plupart du temps, car il ne faut pas que le patient bouge pendant la destruction de la tumeur. La destruction de la tumeur prend à peu près 45 minutes avec la cryoablation et environ un quart d'heure avec la radiofréquence. Alors, quels sont les résultats oncologiques de ces nouvelles techniques ablatives pour les tumeurs du rein classées T1A, c'est-à-dire les petites tumeurs du rein, les tumeurs du rein de moins de 4 cm, qui sont toutes ces tumeurs que nous diagnostiquons de façon plus fréquente aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs séries, toutes rétrospectives, qui sont intéressées aux résultats oncologiques de la radiofréquence et de la cryoablation. Et ces séries se sont comparées à la technique standard qui est la néphrectomie partielle. Vous voyez ici la série la plus importante, publiée dans European Urology en 2019. C'est une série qui a inclus plus de 1000 patients et qui montre qu'à 5 ans, la survie sans récidive est identique entre néphrectomie partielle, radiofréquence et cryoablation, et que la survie spécifique atteint 99% pour la néphrectomie partielle, 96% pour la radiofréquence et 100% pour la cryoablation. Donc cette série montre que cette technique est oncologiquement fiable. Il y a eu de très nombreuses séries rétrospectives qui ont été publiées sur le sujet avec des effectifs plus ou moins importants. Et je souhaitais vous présenter cette revue de la littérature publiée en 2019 dans European Radiology. C'est une revue de la littérature qui a colligé 47 essais comparatifs, la plupart du temps rétrospectifs, et qui s'était intéressée aux différentes techniques qui permettent de traiter les tumeurs du rein. Donc, sur ce schéma, vous voyez PN pour partielle néphrectomie, qui est le standard, RFA pour radiofréquence, MWA pour microwave, qui est une autre technique ablative, moins fréquemment utilisée, et CRA pour cryoablation. Donc, quand on fait la synthèse de ces 47 séries publiées les plus importantes, on constate que les patients traités par radiofréquence et cryoablation avaient une mortalité toute cause supérieure aux patients traités par néphrectomie partielle, probablement parce que ces patients avaient plus de comorbidité. Si on s'intéresse à la mortalité spécifique, on constate que la mortalité spécifique est légèrement supérieure pour la cryoablation et la radiofréquence par rapport à la néphrectomie partielle, mais cette supériorité n'est pas significative. Si on regarde à présent le risque de récidive locale, on constate que la cryoablation et la radiofréquence ont tendance à faire moins bien que la néphrectomie partielle. Et si on s'intéresse aux complications, cette revue de la littérature montre qu'il y aurait moins de complications pour la cryoablation et peut-être légèrement moins de complications pour la radiofréquence percutanée des tumeurs du rein. Lorsqu'on traite une tumeur du rein par néphrectomie partielle, l'objectif est de traiter le cancer et le second objectif est de préserver le rein et de conserver une bonne fonction rénale. Et donc, la plupart des études se sont également intéressées à la préservation de la fonction rénale avec ces techniques ablatives. Et la synthèse de ces études montre que la radiofréquence percutanée préserverait mieux le rein. Alors en fait, toutes ces études sont rétrospectives et leur analyse est difficile. Nous avions fait un travail rétrospectif au sein des centres français avec le CCAFU et nous nous étions intéressés aux patients traités avec un rein unique
Nous avions comparé les patients traités pour une petite tumeur par néphrectomie partielle ou par traitement ablatif. Nous avions constaté tout d'abord que le taux de récidive était bien supérieur chez les patients traités par thérapie ablative en comparaison à la néphrectomie partielle. Et nous avions constaté dans notre série française que finalement la préservation rénale n'était pas significativement supérieure chez ces patients avec rein unique traités par thérapie ablative. Cet exemple français, une série que nous connaissons bien au CCAFU, montre donc des résultats discordants avec cette revue de la littérature que je vous ai présentée précédemment. Et ça peut aussi s'expliquer par finalement le très faible niveau de preuve qui est retrouvé dans la littérature et qui compare néphrectomie partielle, cryoablation et radiofréquence des tumeurs rénales. Le groupe d'experts de l'Association européenne d'urologie a fait une lettre dans Européenne d'urologie l'année dernière où ils ont colligé toutes les études comparatives entre les différentes techniques de traitement des petites tumeurs du rein. Et ce groupe d'experts avait conclu que le niveau de preuve est extrêmement faible pour pouvoir positionner la thérapie ablative comme une technique qui a le même taux de contrôle oncologique que la néphrectomie partielle. Alors il y a plusieurs études qui sont intéressées aux résultats oncologiques de la néphrectomie partielle, de la cryoablation et de la radiofréquence pour des tumeurs plus volumineuses, pour des tumeurs localisées au rein mais supérieures à 4 cm. Ces études sont essentiellement intéressées à la cryoablation et je vous cite ici les deux études qui sont les plus importantes. Deux études publiées dans un journal de radiologie interventionnelle. La première étude de 2015 qui a rapporté 46 tumeurs avec une taille médiane de 4,6 cm et qui a constaté que la cryoablation permettait d'avoir une survie sans récidive à 3 ans de 96%, avec cependant un taux de complication non négligeable, 17%. Et puis une seconde série beaucoup plus anecdotique, mais qui s'est intéressée à la cryoablation pour des tumeurs très volumineuses, 12 tumeurs de plus de 7 cm. Là, les auteurs avaient proposé une embolisation suprasélective des vaisseaux tumoraux avant cryoablation. Et un patient a récidivé dans les 2 ans et 2 patients ont eu des complications graves, un saignement qui a nécessité une embolisation après la cryoablation. Ces techniques cryoablation et radiofréquence peuvent également avoir un intérêt dans le traitement des récidives après néphrectomie partielle. Le CCAFU a publié cette année dans European Urology Focus une série de plus de 80 patients qui présentaient une récidive locale après néphrectomie partielle. Et il a été comparé les patients traités par thérapie ablative et les patients traités par chirurgie. Et les thérapies ablatives, que ce soit la cryoablation ou la radiofréquence, étaient bien moins morbides que la chirurgie pour ces situations de récidive locale et permettaient un contrôle oncologique identique tout en préservant mieux la fonction rénale. Alors les recommandations de l'AFU ont été réactualisées en 2020. Et les indications de traitement ablatif sont aujourd'hui les suivants. Ils sont communément admis pour les tumeurs rénales de moins de 4 cm, mais chez des patients âgés avec de nombreuses comorbidités. Ils sont admis pour les récidives locales après néphrectomie partielle, pour les tumeurs du rein multiples, et notamment dans le cadre des syndromes héréditaires, et pour les patients qui ont une insuffisance rénale avancée. Ces indications de cryoablation ou de radiofréquence doivent être discutées au cas par cas, en cas de nécessité, pour des petites tumeurs kystiques, pour de volumineuses tumeurs, sur des tumeurs du rein chez les patients transplantés, pour des tumeurs multiples synchrones, ou pour le traitement de métastases chez des patients atteints d'un cancer du rein métastatique, avec une réponse dissociée aux traitements médicaux. La question d'aujourd'hui était également de comparer radiofréquence et cryoablation dans
dans notre esprit, la cryoablation tend à être plus efficace. Et finalement, quand on s'intéresse à la littérature sur le sujet, il y a peu de preuves de cela. La principale publication qui a comparé radiofréquence et cryoablation date de 2008, une publication dans la revue Cancer. C'était une publication qui a repris des séries rétrospectives de patients traités par radiofréquence ou par cryoablation. Et cette revue de la littérature a montré que le taux de retraitement était supérieur chez les patients traités par radiofréquence, de 8,5%, versus cryoablation, 1,3%, et qu'il y avait moins de progression tumorale sous cryoablation que sous radiofréquence. Alors, cette étude qui nous a fait penser que la cryoablation était plus efficace comporte malgré tout de nombreux biais, et vous voyez sur le graphique à gauche, le principal biais, c'est que la plupart des cryoablations avaient été faites par voie laparoscopique, alors que les radiofréquences avaient été faites par voie percutanée. Et puis, il y a eu plusieurs éditoriaux, commentaires sur cette étude qui ont bien précisé que les tumeurs n'étaient pas comparables, les patients n'étaient pas comparables. Et finalement, quand on regarde les études plus récentes, il n'y a pas véritablement de meilleur contrôle oncologique à la cryoablation par rapport à la radiofréquence. Donc, si nous comparons les deux techniques ablatives concernant les résultats oncologiques, on peut considérer que les deux techniques sont à peu près identiques, même s'il y a des données légèrement en faveur de la cryoablation, mais aujourd'hui, il n'y a pas de haut niveau de preuve qui nous permet de le dire. Quand on regarde la taille des tumeurs qui peuvent être traitées par ces deux techniques, là encore, les données de littérature sont à peu près concordantes. Il y a plus de séries de tumeurs volumineuses traitées par cryoablation que par radiofréquence, mais cela reste tout de même anecdotique. Et aujourd'hui, on peut considérer que ces techniques ablatives doivent être limitées aux petites tumeurs du rein. Concernant la sécurité, c'est pareil, la littérature ne met pas en évidence une technique moins morbide que l'autre. Par contre, et selon les avis d'experts, on peut considérer que la cryoablation est peut-être moins traumatisante pour les voies excrétrices rénales et qu'elle doit être préférée pour les tumeurs proches du hile rénal ou proches des voies excrétrices. Mais là encore, il n'y a pas de données dans la littérature. Concernant le coût des deux techniques, là, en revanche, il est très en faveur de la radiofréquence, qui est moins onéreuse. Il y a une étude publiée dans Progrès en neurologie en 2016 de l'équipe toulousaine qui montrait que le coût moyen d'une radiofréquence était de 2 724 €, alors qu'elle était de 6 702 € pour la cryoablation. C'est surtout le prix des cryosondes qui est très supérieur. Et puis en ce qui concerne la durée de la procédure, les deux procédures ont une durée identique. Alors en conclusion, cryoablation et radiofréquence pour les tumeurs du rein. Aujourd'hui, on peut considérer que ces deux techniques ont des résultats oncologiques excellents et on a suffisamment de recul pour pouvoir le dire. Mais il reste excellent pour les petites tumeurs du rein. Ce sont des techniques mini-invasives dont la morbidité est tout à fait acceptable. Nous disposons cependant de données comparatives insuffisantes entre néphrectomie partielle, qui est le traitement de référence, et thérapie ablative, pour pouvoir positionner les thérapies ablatives comme traitement de première ligne des petites tumeurs du rein. Et puis, il n'y a pas de données comparatives prospectives de haut niveau de preuve qui permettent de comparer radiofréquence et cryoablation. Nous pouvons en revanche dire que la cryoablation a un coût bien supérieur. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Pierre pour cette belle synthèse. Moi, je vais faire deux commentaires et puis peut-être te poser une question. Effectivement, avec le recul, on constate que ça coûte plus cher de faire de la cryoablation que de la radiofréquence parce qu'on a tendance à utiliser plusieurs sondes.
Quand la tumeur est un peu plus grosse, quand elle commence à atteindre les 2 à 3 cm, effectivement, les radiologues sont obligés d'utiliser 3 ou 4 sondes. Et en fait, c'est le prix des sondes qui coûte très cher, alors qu'en radiofréquence, on n'a pas ce problème-là. La deuxième problématique, effectivement, tu as très bien résumé la situation et le comparatif entre les deux méthodes qui est très clair. Il y a un point sur lequel je voulais te poser la question, et peut-être, je ne sais pas quelle est ton expérience, l'anesthésie, tu as parlé d'anesthésie générale. Est-ce que pour la cryoablation, maintenant, vous recommandez ou pas l'anesthésie locale? Parce que nous, on utilise beaucoup l'anesthésie locale par voie percutanée, étant donné que le froid est déjà lui-même un puissant anesthésiant. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas l'expérience de la cryoablation. Ce n'est pas une technique que nous utilisons en Angers. A priori, ce qu'on peut lire dans la littérature, c'est qu'effectivement, il y a des centres qui commencent à proposer l'anesthésie locale ou, en tout cas, aidée par une sédation. Mais je crois que ça nécessite tout de même que le patient ne bouge pas du tout et qu'il soit vraiment très compliant, parce que la destruction de la tumeur prend 45 minutes et ça peut être dangereux si le patient bouge pendant la procédure. Oui, Hubert Johanna a une question. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour ces messages très clairs, mais qui sont un peu, si j'ose dire, désolants, parce que il y a eu beaucoup d'études, les gens travaillent beaucoup, on n'a toujours pas la réponse. Or, la France est un grand pays, on a la plus grande base de données de santé au monde, et nous ne l'utilisons pas. Et c'est très dommage, parce que le type de questions que vous posez, le coût, les résultats oncologiques, bon, ça, on a déjà pas mal de réponses, mais il y a d'autres éléments. On peut dans notre pays, on pourrait dans notre pays les avoir rapidement, en faisant un registre monté par la société savante sur une période déterminée, en mettant les données cliniques que la société savante apporte cas par cas avec les données de suivi de la CNAM, la traçabilité, et tout ça moyennant des systèmes de financement donnant contrepartie. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Académie est en train de monter une action, a déjà rencontré l'HAS, la DGOS et la CNAM, pour que nous puissions tous, chirurgiens ou médecins interventionnels, avoir accès concrètement à des innovations et à avoir des résultats qui sont ensuite des innovations qui sont validées, financées et qu'on puisse avancer. Actuellement, nous sommes très bloqués dans ce pays et donc ça nous paraît extrêmement important de pouvoir évoluer parce que les chirurgiens ne manquent pas d'imagination, on le voit, les industriels non plus, et pourtant nous n'avançons pas, nous n'avons pas beaucoup de réponses, alors que dans des domaines comme ça, nous pourrions avoir des réponses relativement rapides, parce que le nombre de patients que vous avez cités, on ne parle pas de maladies rares, là, on parle de maladies communes, où il y a des centaines de patients par an qui sont pris en charge en France avec ce type de technique. Et c'est dommage. Alors, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste un constat qu'on peut faire à l'occasion de votre communication, qui quand même apporte des messages clairs, mais qui ne permet pas de donner toutes les réponses qu'on pourrait probablement avoir dans notre pays. Alors Pierre, très, très bonne remarque, hein, faut dire, c'est un vrai problème. Pierre, qui s'occupe beaucoup du cancer du rein, va nous répondre, mais il y a une base de données, Pierre, qui est actuellement en train d'être mise en place et qui fonctionne déjà assez bien. On a déjà beaucoup d'informations. Tu vas peut-être confirmer et étayer un peu ce que je dis, mais tu peux peut-être nous dire un mot justement de l'état d'avancement de votre base de données, qui est même plus qu'une base française, mais une base européenne. Oui, en fait, tu parles, Paul, de la base EuroCCR, c'est une base multicentrique nationale dans laquelle on collige tous les patients traités pour un cancer du rein. Et aujourd'hui, alors c'est une base qui a des données cliniques, mais aussi des données histologiques, des données biologiques et des données radiologiques. Donc, on a aujourd'hui 11 000 patients dans cette base de données. Et chaque année, on a à peu près 1500 patients en plus qui sont rentrés dans cette base de données. Et là, en janvier, on a intégré encore 5 nouveaux centres qui vont participer à cette base et dont des centres libéraux. Et donc, c'est bien puisque c'est pas que les équipes académiques. Hein, cette base va vraiment refléter la vraie vie.
Alors, cette base est utile parce qu'elle nous permet de pouvoir regarder rétrospectivement des données qui, elles, ont été recueillies prospectivement. Mais pour répondre à cette question sur thérapie ablative et chirurgie, je crois qu'on ne pourront pas faire autrement qu'une étude prospective comparative randomisée et de comparer pour pouvoir dire une bonne fois pour toutes si oui ou non la chirurgie fait mieux. Parce que finalement, toutes les études que je vous ai citées sont des études rétrospectives et ont de nombreux biais. Les patients pour qui on propose une radiofréquence sont plus âgés, ont plus de morbidité, etc. Et puis les chirurgiens proposent la chirurgie pour des patients jeunes en bonne santé avec des tumeurs plus faciles à opérer. Donc une étude de registre seule ne nous permettra pas de répondre à la question, je crois, et il faudra aller plus loin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est envisageable, hein, de monter un essai prospectif en France pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question. Parce que ces techniques, elles sont validées, elles sont remboursées? Oui. Oui, c'est des techniques validées et remboursées. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? J'avais une question simplement par rapport au nouveau traitement type électroporation irréversible. Est-ce que ça a été évalué ou est-ce qu'il y a des données par rapport à ça au niveau rénal pour les petites tumeurs du rein? Alors, dans les séries, on voit les micro-ondes. Les micro-ondes ont été testés et les micro-ondes ont finalement été abandonnés. Les micro-ondes avaient l'avantage d'être beaucoup plus rapides, mais finalement ont un taux de récidive beaucoup plus important. Donc les radiologues finalement n'utilisent plus les micro-ondes pour les tumeurs rénales. Et pour l'électroporation irréversible, là pour le moment, on a vraiment peu de données, on n'a ça a l'air de bien fonctionner, mais on n'a que des séries de cas, de peu de cas. Donc je ne peux pas répondre à la question. Merci. Merci beaucoup.